Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente que je peux vous présenter l'étude qu'on souhaite mener et qui a pour objectif d'évaluer si un entraînement à l'autocompassion peut améliorer l'observance médicamenteuse dans la schizophrénie. Euh, je suis docteur Laura Kremers, je suis psychiatre à l'EPSM Oise. Donc, je travaille dans un service où on accueille des personnes qui souffrent de schizophrénie résistante, qui ont souvent aussi des comorbidités avec des troubles d'usage de substances. Et en même temps, j'ai la chance d'avoir fait un Master 2 en neurosciences au GRAP à Amiens, avec quelques personnes de l'équipe de recherche qui sont présentes aujourd'hui. Et, euh, et d'avoir travaillé déjà un peu sur ce sujet de l'autocompassion chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Et puis, actuellement, je travaille aussi avec l'équipe de recherche de l'hôpital Paul Brousse et des Tempes, donc l'équipe du professeur Dervaux, de Bernard Angerville et professeur Majamina. Et donc là, je vais vous présenter une étude qu'on souhaite mener chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc, comme vous savez, probablement déjà, c'est un trouble fréquent. Selon les études, on estime la prévalence à peu près 1% dans la population adulte en France. Et ça touche beaucoup le sujet jeune, avec un pronostic clinique et fonctionnel qui dépend entre autres de la qualité de l'observance médicamenteuse. Donc, je pense que c'est un sujet important. Cette observance, elle est souvent mauvaise. Et on essaye de trouver des nouvelles stratégies pour améliorer cette observance médicamenteuse. Je pense que c'est un vrai enjeu de santé publique. Et donc là, notre étude porte un peu sur l'intérêt de l'entraînement à l'autocompassion pour améliorer l'observance médicamenteuse dans cette population. Alors, qu'est-ce que l'autocompassion? Alors, c'est tout d'abord Christine Neff, qui est une psychologue américaine à l'Université du Texas, qui a commencé à définir de manière scientifique et étudier avec des études l'autocompassion, qui est définie par la capacité à être bienveillant et réconfortant envers soi-même dans les moments difficiles. C'est un peu une façon de se relier à soi dans les moments difficiles avec de la bienveillance et de la douceur, et en même temps une capacité aussi à agir pour mettre en place des choses qui peuvent nous protéger ou qui peuvent nous amener à avoir des comportements, par exemple de santé proactifs, des comportements qui nous motivent à entreprendre des actions bénéfiques pour soi. Elle a beaucoup travaillé avec un autre chercheur qui s'appelle Christopher Germer, qui travaille à l'université d'Harvard. Et donc, ils ont défini 3 sous-composantes de l'autocompassion. La première, c'est la mindfulness. Donc ça, on entend beaucoup parler des programmes de mindfulness ou de pleine conscience. En fait, c'est cette capacité à être présent à ce qui se passe au niveau de nos pensées, de nos émotions, dans l'instant présent, et de pouvoir du coup se dire, ben là, je rencontre une difficulté, de pouvoir en prendre conscience dans l'instant même. Et ça, c'est déjà la première chose, avant de pouvoir s'apporter la compassion pour soi, c'est déjà de se rendre compte comment on se sent, et notamment quand on rencontre une difficulté, savoir la nommer, savoir l'identifier dans l'instant même. Donc ça, c'est cette première composante, la mindfulness. Et puis, il y a la deuxième composante qui est l'humanité commune, ou connectedness. Donc, c'est un peu la capacité à se sentir moins seul dans la difficulté, un peu à pouvoir se décentrer de sa propre souffrance en prenant conscience que tous les êtres humains souffrent un jour ou l'autre, certes à des degrés différents et pour des raisons différentes, mais la souffrance, c'est pas quelque chose d'anormal, ou rencontrer des difficultés, c'est pas quelque chose d'anormal. Et c'est quelque chose de plutôt universel. Et ça, c'est une notion très importante quand on va s'entraîner à la compassion pour soi. Parce que souvent, quand on ressent des difficultés, quand on souffre, on peut se sentir très seul, on peut se sentir très isolé. Et donc, ces dimensions-là, en fait, ça apporte une certaine ouverture et ça apaise déjà les difficultés.
Et puis la dernière chose, une fois qu'on a pris conscience de nos pensées, de nos émotions, et qu'on s'est rendu compte qu'on rencontre un moment difficile, qu'on essaye d'ouvrir un peu ça, de se décentrer un peu de cette souffrance en se connectant aux autres. Ensuite, il y a cette troisième dimension, qui est en anglais la self-kindness ou l'auto-bienveillance, c'est-à-dire la capacité à ce moment-là, se réconforter, comme on ferait avec un ami proche, par exemple, qui traverserait un moment difficile, en s'adressant à soi-même de la compréhension, de la bienveillance, au lieu de se juger, de se critiquer ou de se blâmer. Donc, on a plusieurs programmes qui permettent de développer ces capacités d'autocompassion. Il y a des programmes qui sont plus des thérapies individuelles, comme la thérapie basée sur la compassion de Paul Gilbert, qui est déjà d'ailleurs adaptée aux personnes qui souffrent de schizophrénie. Nous, en fait, dans notre étude, on a choisi plutôt d'utiliser un programme qui s'appelle Mindful Self-Compassion, ou programme MSC, qui est un programme développé par Christine Neff et Christopher Germer et traduit en français par Inken Deschaux et Dominique Retou, qui sont deux personnes qui ont beaucoup pratiqué la pleine conscience et l'autocompassion, et qui du coup ont permis en France d'avoir accès à un programme donc, validé, traduit et validé en français, et c'est un programme de groupe. Donc c'est pour ça qu'on a pensé que comme on voudrait présenter ce programme dans des centres ambulatoires et faire plutôt un entraînement à l'autocompassion en groupe, on a choisi d'utiliser ce programme-là, qui est un programme qui est constitué de 8 séances, une séance par semaine, pendant 2h30, et puis une journée de pratique avec des tâches à domicile entre les séances. Et dans ce programme, on va aller aborder ces trois notions de l'autocompassion. Au départ, on va surtout développer les capacités de pleine conscience, de mindfulness, avec des exercices qui sont très proches des programmes MBSR, MBCT, etc. Avec, par exemple, la respiration. Alors, c'est la respiration affectueuse, parce qu'on va quand même déjà, même dans les premiers exercices, apporter une attention, bienveillance à son expérience. Ce qui différencie du coup un peu de la pleine conscience, où donc on ne va pas seulement observer tout ce qui se passe avec une attention neutre, on va plutôt observer d'abord tout ce qui se passe et ensuite apporter plutôt une attention affectueuse et de la bienveillance à travers des méthodes comportementales, par exemple le toucher apaisant, le fait de poser une main sur la partie du corps qui exprime un inconfort ou des émotions ou des sensations désagréables, le fait de marcher, le fait d'utiliser la respiration pour s'apporter de la bienveillance, le body scan, mais du coup un body scan compatissant. On ne va pas seulement aller scanner notre corps à la recherche de ce qui se passe, enfin pour observer en tout cas ce qui se passe, mais on va aussi apporter dans un second temps une attention bienveillante à certaines parties du corps qui peuvent être des lieux de tension. On va aussi travailler avec des mots, des phrases réconfortantes et stimulantes. On va beaucoup travailler avec l'imaginaire aussi. On va aller on va aller à la recherche de lieux de sécurité qui permettent aussi un peu d'ancrer les personnes qui pratiquent ce programme dans des lieux de sécurité, pour ensuite aller aborder des émotions plus difficiles. Par exemple, il y a une partie spécifique sur des émotions telles que la honte, qui d'ailleurs peuvent être très, très présentes chez des personnes qui souffrent de schizophrénie, qui sont parfois stigmatisées, etc. Donc on va aller aborder cette émotion de la honte. On va aller aborder la colère aussi, on va aller chercher les émotions qui peuvent être cachées derrière la colère, comme la tristesse, la peur, etc. Et puis les besoins non comblés. Donc, en fait, ce programme est aussi un peu basé sur les connaissances qu'on a des thérapies cognitivo-comportementales, avec parfois des approches un peu plus cognitives sur ces besoins non comblés, sur
les valeurs, sur des aspects parfois plus cognitifs, et puis toutes les techniques émotionnelles qu'on peut retrouver aussi dans les TCC. Donc c'est un programme qui regroupe un peu différentes approches. C'est un programme validé en anglais et en français, alors validé en population générale. Donc voilà, là j'aimerais bien aussi avoir peut-être votre avis là-dessus. Nous on va l'utiliser chez des personnes qui souffrent de schizophrénie. Je pense qu'il faudra qu'on l'adapte. D'abord qu'on fasse une première étude de validation du programme dans cette population spécifique, savoir un peu ce que vous en pensez. Et donc dans notre étude, on souhaite observer si un entraînement à l'autocompassion peut améliorer l'observance chez des personnes qui souffrent de schizophrénie. C'est quelque chose qui a déjà été observé dans d'autres populations cliniques, comme les personnes qui ont une maladie cœliaque ou le diabète ou un VIH. Par exemple, dans une étude, un essai clinique, ils ont remarqué que les personnes qui pratiquent un entraînement à l'autocompassion sont plus observants au niveau du contrôle glycémique quand ils souffrent de diabète et vont avoir un régime alimentaire ensuite plus adapté aussi, avec une amélioration de l'HbA1c par exemple. Et puis dans la schizophrénie, on a eu la chance du coup, de faire une étude. On a inclus 50 personnes qui souffrent de schizophrénie, c'était en 2020. Donc l'âge moyen c'était 43 ans. J'ai les résultats là, avec beaucoup d'hommes inclus, 80% étaient des hommes. Et on a, du coup, entre les deux groupes, alors en fait, il y avait, du coup, on avait donc, un groupe de personnes, c'était une étude corrélationnelle. Et donc, dans ce groupe-là, on a remarqué qu'il y avait une corrélation positive et statistiquement significative entre les scores d'observance évalués avec l'échelle MARS, donc Medical Adherence Rating Scale, et l'échelle SCS, donc c'est l'échelle d'autocompassion, Self-Compassion Scale, validée en anglais et en français. Et donc il y avait une corrélation positive entre les deux, d'à peu près, donc le petit r, il était à 0,59, et surtout avec les sous-dimensions négatives de l'autocompassion, c'est-à-dire qu'on voyait de manière globale que les personnes qui avaient une meilleure observance avaient un meilleur niveau d'autocompassion. Et on voyait que les personnes qui avaient une moins bonne observance avaient un moins bon score au niveau de l'autocompassion et notamment avaient plus d'auto-jugement, donc on dit aussi autocritique. Ils se sentaient plus seuls, plus isolés et ils étaient beaucoup plus dans la suridentification, ce qui s'oppose à la capacité de pleine conscience. Donc la suridentification, c'est un peu le fait de s'identifier, de se plonger dans ses émotions, dans ses pensées et d'avoir du mal à prendre du recul par rapport à ça. Donc ça, c'était cette première étude. On avait aussi évalué le lien entre autocompassion dans cette population et d'autres paramètres cliniques. Donc les scores totaux de l'échelle d'autocompassion étaient corrélés positivement au score d'estime de soi, de qualité de vie, de bien-être mental, et négativement au score de dépression, d'insight clinique, d'autostigmatisation, de symptômes négatifs et d'altération cognitive. Donc c'est un peu, voilà, c'était cohérent avec les données de la littérature qui ont déjà été faites sur ce sujet-là. Mais ça reste une étude corrélationnelle, donc là on a envie d'aller un peu plus loin en faisant une étude, un essai clinique contrôlé randomisé, notamment pour voir s'il y a un lien de causalité entre le fait voilà, d'augmenter le niveau d'autocompassion, les capacités d'autocompassion, et donc de voir si ça peut améliorer l'observance. Dans notre étude, on a voulu associer l'entraînement à l'autocompassion à la psychoéducation, qui est ce qu'on recommande de manière générale. C'est une des choses qu'on recommande de manière générale pour améliorer l'observance dans la schizophrénie. Et pourquoi particulièrement la psychoéducation? Parce qu'on a remarqué dans notre étude, comme dans d'autres études menées sur ce sujet,
que la psychoéducation, ça augmente l'insight, ce qui est recherché, hein, donc la connaissance de la maladie et des symptômes et de la nécessité de prendre un traitement et de comment ça fonctionne. Mais on a remarqué en même temps que quand on augmente l'insight par la psychoéducation, parfois il peut y avoir des éléments dépressifs qui accompagnent ces prises de conscience chez les patients. Et notre hypothèse, c'est qu'en fait, parfois ça peut créer un certain évitement parce que c'est des choses désagréables qui peuvent accompagner cette prise de conscience. Et donc l'autocompassion, notre hypothèse, c'est que c'est une technique d'exposition, de régulation émotionnelle et d'exposition aussi à des moments difficiles, comme la prise de conscience, par exemple, du fait qu'on a une maladie, qu'on doit prendre un traitement, etc. Donc c'est pour ça que ça nous paraissait vraiment intéressant d'associer à la psychoéducation aussi quelque chose qui pourrait accompagner le développement de l'insight, notamment l'autocompassion, pour que ça soit accompagné de manière un peu plus douce. Et voilà. Quelque chose d'important que je ne vous ai pas dit pour l'autocompassion, c'est qu'en fait, il y a une dimension douce et soutenante dans l'autocompassion, mais pas que. Il y a aussi une dimension plus active, où on voit que les personnes qui développent plus d'autocompassion ont plus de capacité à se protéger et aussi à s'engager dans des comportements plus bénéfiques. Donc l'autocompassion, c'est pas de l'autocomplaisance. L'autocompassion, ça ne veut pas dire je vais m'allonger sur le canapé et plus rien faire parce que voilà, j'ai envie de faire ça. Non, ça, c'est pas l'autocompassion. On voit d'ailleurs que les personnes qui s'entraînent à l'autocompassion, qui ont un meilleur niveau d'autocompassion, souvent sont beaucoup plus actifs dans des choses bénéfiques. Et un exemple qui est parfois donné, c'est du coup une mère qui veut aider son enfant. Elle va lui dire mange sainement, reste pas derrière l'ordinateur, essaye de faire de bien travailler à l'école, etc. Donc l'autocompassion, donc ça c'est la compassion d'une mère pour son enfant. L'autocompassion, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça amène à avoir des comportements plus bénéfiques. Et ça ne veut pas dire juste voilà, faire ce qu'on veut et être dans l'autocomplaisance. C'est vraiment différent. C'est une notion quand même très importante. L'autocompassion, c'est aussi vraiment différent de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une image qu'on a de soi-même. On sait qu'en améliorant l'estime de soi dans la schizophrénie, on peut améliorer l'observance médicamenteuse. Là, l'autocompassion, ce n'est pas une image qu'on a de soi, c'est une façon qu'on a de se relier à soi, d'accepter en fait qu'on est des êtres humains imparfaits. Tout le monde est imparfait, d'accepter un peu cette imperfection et de faire avec, de pouvoir avancer avec ces imperfections. Donc en fait, l'autocompassion, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fluctuant en fonction des expériences de la vie, en fonction du regard des autres. Parce que peu importe ce qui se passe dans l'expérience, finalement, on apprend à faire avec et à s'accompagner quand il y a des difficultés qui se présentent. Donc voilà, donc notre objectif principal de l'étude, c'est d'évaluer si la psychoéducation et un entraînement à l'autocompassion par le programme MSC est plus efficace que la psychoéducation seule pour améliorer l'observance médicamenteuse dans la schizophrénie. Et notre critère de jugement principal, c'est la comparaison des scores moyens obtenus à l'échelle d'observance médicamenteuse MARS. Donc c'est une échelle, c'est assez subjectif parce que c'est un auto-questionnaire de 10 items. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui a une très bonne acceptabilité, donc normalement on devrait avoir beaucoup de réponses au questionnaire. C'est quelque chose qui est facilement utilisable, ça prend pas beaucoup de temps et qui est très spécifique et sensible pour observer l'observance médicamenteuse spécifiquement dans la schizophrénie. Et donc on va comparer ces scores moyens un mois après la fin de la prise en charge entre le groupe MSC avec psychoéducation et le groupe psychoéducation seul. Sachant qu'on va aussi, ça c'est pour le critère de jugement principal, mais on va aussi utiliser cette échelle à 3 mois et 6 mois pour voir si les résultats obtenus sont stables dans le temps. Donc là, je vous ai juste mis l'échelle pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Donc c'est des questions qui sont vraiment simples et qui sont vraiment spécifiques à la schizophrénie.
et on répond par oui ou par non. Ensuite, on a un score sur 10. Et plus le score est élevé, meilleure est l'observance. Et l'échelle d'autocompassion, donc la version française. Là, il y a une échelle de Likert de 1 à 5, donc, où le patient, donc il y a 26 items en tout, et le patient répond si ça correspond presque jamais à son ressenti ou presque toujours. Et ensuite, après, on fait un score total. Et on fait aussi des sous-scores, donc les 6 sous-échelles de l'autocompassion. Donc il y a l'autobienveillance et l'autocritique, il y a la mindfulness et la suridentification, et il y a l'humanité commune et l'isolation. Donc le but, c'est de recueillir, donc d'inclure des personnes déjà dans un premier temps qui souffrent d'un trouble du spectre schizophrénique défini par les critères des DSM-5, qui sont adultes, et qui sont suivis en ambulatoire ou dans les hôpitaux de jour. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils soient autonomes dans la prise du traitement. Donc, on n'inclut pas les personnes qui sont hospitalisées, vu qu'ils ne prennent pas de manière autonome leur traitement quand ils sont hospitalisés. Et ensuite, après, dans un premier recueil de données, on va recueillir toutes les données sociodémographiques, l'échelle Mars, l'échelle d'autocompassion, et aussi des données sur des données thymiques, donc avec l'échelle de Calgary qui est spécifique pour la schizophrénie. On va aussi recueillir des données sur l'Insight, sur les consommations d'alcool aussi. En tout cas, sur plusieurs facteurs, à la fois pour éliminer des facteurs de confusion et à la fois pour voir, peut-être construire un modèle après en fonction des résultats, pour voir s'il y a des choses voilà, qui peuvent interférer dans les résultats qu'on peut obtenir à la fin de l'essai clinique. On va ensuite faire une randomisation et les patients seront randomisés entre le groupe MSC plus psychoéducation et le groupe témoin psychoéducation. Alors là, on a un groupe qui fait 9 fois plus de séances que l'autre groupe. Parce qu'il y a un groupe qui fait les séances de psychoéducation. Les deux, en fait, font les séances de psychoéducation. Et puis, il y a un groupe qui fait les 8 séances du programme MSC, donc les 8 séances hebdomadaires. Et il y a une séance, dans ce programme MSC, il y a une séance de plus sur une semaine. Donc, en tout, ça fait 9 séances, en fait, sur 8 semaines. Donc là aussi, si vous avez des idées de comment on pourrait faire pour qu'il y ait un groupe pour qu'il n'y ait pas de différence aussi importante, en tout cas entre les deux groupes, je serais preneuse pour améliorer du coup le protocole de l'étude, sachant que il faut que ça reste faisable aussi. Donc il faut parce qu'on avait pensé par exemple faire de la relaxation pour l'autre groupe, mais ça devient très compliqué pour la mise en place. Donc voilà, on cherche un peu des améliorations sur ce point-là, tout en gardant la faisabilité de l'étude. Et puis ensuite, après le programme MSC, un mois après, on a donc à T12, on a le deuxième recueil des données. Donc là, on va aller recueillir à nouveau les scores à l'échelle Mars, l'autocompassion et tous les autres scores qu'on va faire aussi lors du premier recueil de données. Et puis, le troisième et quatrième recueil de données, donc c'est 3 et 6 mois après la fin du programme MSC. Là, on va recueillir que le score Mars. Juste pour finir, c'est une petite étude dont on a le protocole donc qui a été monté après la publication de notre étude corrélationnelle. Donc nous, on avait publié dans Schizophrenia Research. Et donc suite à ça, il y a eu une équipe chinoise qui a aussi en fait monté un protocole pour un essai clinique contrôlé randomisé avec une application mobile pour améliorer l'autocompassion et voir si ça améliore
l'observance médicamenteuse chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. C'est la seule étude qui existe à notre connaissance sur ce sujet-là, avec un essai clinique contrôlé randomisé. Et pour l'instant, on n'a pas encore de résultats. Et c'est avec une application mobile. Merci de votre attention.